Alors bonjour à tous, je suis ravi après cette manifestation extraordinaire pour le départ de Macron et le Frexit. On a fini d'ailleurs au pied littéralement de Jeanne d'Arc. Vous verrez tout ça. On a le plaisir d'avoir de nouveau reçu et écouté Romain Bessonnet, géopolitologue, secrétaire général du Cercle Aristote. Mon cher Romain, bonjour. Bonjour. Et je suis ravi de te recevoir parce qu'il y a une très grosse actualité. On va commencer par, parce que toi tu suis beaucoup ce qui se passe dans le monde. Il y a une crise politique profonde en France, même une crise de régime, avec ces premiers ministres qui s'enchaînent, on ne comprend plus rien. Macron qui est comme un forcené retranché à l'Elysée. Comment c'est perçu ça, je sais pas, en Russie, aux États-Unis ou dans d'autres pays? Comment c'est perçu ça? Aux États-Unis, c'est perçu comme le fait que le système français est complètement déréglé, c'est-à-dire que la France avait la réputation d'être un pays avec un système de gouvernement très stable et depuis la Ve République. Et maintenant, on a l'image d'un pays querelleur, un peu comme l'Italie des années 80, tu vois, donc qui est en crise permanente. Et donc, la voix de la France, elle est démonétisée de ce point de vue-là. Du point de vue russe, on va mettre plutôt l'accent sur le fait que c'est Macron le problème en fait, parce que comment dire, les analystes russes eux pointent plutôt la folie des grandeurs d'Emmanuel Macron et sa volonté de garder le pouvoir malgré le fait qu'il n'ait plus de majorité au Parlement. Ça c'est plutôt ce que eux vont parler. Et puis dans le reste des pays européens, alors vous avez plusieurs types de discours, notamment bien sûr les pays à coalition comme l'Espagne ou la Belgique disent que les Français ne peuvent pas s'entendre, alors que nous, vous voyez, on sait faire, on met un an à faire des gouvernements, mais au moins on y arrive, alors que eux, franchement, ils sont beaucoup trop querelleurs, ces Français. Donc, d'accord. Voilà. En Russie, tu disais, on pointe du doigt Macron. On a remarqué une tendance quand même du pouvoir, notamment de Poutine, de proches de Poutine, à souvent se moquer de Macron. Oui. On parle de lui souvent comme un petit Napoléon. Il y a quelque chose, il y a une volonté en permanence de l'humilier, quoi. Medvedev, on en a vu d'autres. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont comme image vraiment de Macron, la personne? Comment ils le perçoivent? Comme une personne extrêmement narcissique déjà, pour commencer, c'est-à-dire, et puis comme quelqu'un qui a la folie des grandeurs à l'extérieur, mais qui ne peut pas gérer son pays à l'intérieur. C'est surtout ça qu'on va pointer du doigt. Ouais, Poutine avait dit « Pourquoi voudriez-vous que je détruise la France ?» Macron le fait très bien lui-même. C'est ça. Donc on a... Pour parler un peu trivialement, c'est une espèce de guignol, quoi. Il le voit comme ça. Si vous voulez, on est revenu... Mais de toute façon, on est revenu à ce qu'on a connu à la fin de la 4e. C'est-à-dire que... Alors, avec une variante, c'est qu'à l'époque, le dossier en fait, qui entraînait la putréfaction du système politique français, c'était la guerre d'Algérie. Ouais. Le dossier dont personne ne parlait, mais auquel tout le monde pensait. Et bien là, c'est... Actuellement, de mon point de vue, c'est la question européenne en fait, qui est le non-dit de la classe politique française qui entraîne la putréfaction du pays parce que en fait, c'est un dossier sur lequel on ne peut pas trancher et on ne veut pas trancher en fait. Et donc comme il fallait à l'époque un général de Gaulle pour régler l'affaire algérienne, il faudra un leader fort et conscient du rôle de la France dans le monde pour pouvoir régler l'affaire européenne entre guillemets, c'est-à-dire en sortir. La détruire. Voilà. Parce que sinon, on ne peut pas... En fait, on peut avoir les meilleures institutions du monde si on a un personnel politique qui, n'a plus le pouvoir, est content de ne plus l'avoir, et de toute façon, on a peu de choses à faire de ce que font les Français, étant donné qu'un homme politique français a comme projet de carrière de faire une carrière à la Moscovici, c'est-à-dire d'être au gouvernement français, puis à la Commission européenne, puis venir à présider la Cour des comptes française, et enfin, là il va toucher le Saint Graal, c'est-à-dire il est pressenti pour présider la Cour des comptes européenne. Voilà. Tant qu'on aura des hommes politiques dont c'est le plan de carrière... C'est pareil pour les syndicalistes d'ailleurs maintenant aussi. C'est pareil pour les syndicalistes. Vous voyez, Laurent Berger et autres font des carrières entre la CES et puis la Confédération européenne des syndicats. Et leurs syndicats, tant que en fait, l'objectif de notre classe politique, ce sera non pas de régler le lien avec l'Union européenne et de trancher le nœud gordien, mais de faire des carrières au sein de l'Union européenne quand vous êtes des civils, au sein de l'OTAN quand vous êtes des militaires, on ne pourra pas régler les problèmes du pays.
Et donc, on va avoir cette putréfaction, ce sort de cancer qui va grignoter les institutions les unes après les autres. Très très juste. Tu as dû voir Philippe de Villiers dire sur CNews devant beaucoup de monde, parce qu'il y a beaucoup de monde qui regarde son émission, que Macron il était très inquiet, il disait Macron veut faire une guerre parce qu'il est dans une panade épouvantable et qu'il veut passer à autre chose, entraîner le pays vers la guerre. Oui. Bah oui, ça c'est sûr. La Russie, bien sûr. Mais aussi parce que la guerre, c'est le seul moyen auquel ils sont arrivés. Enfin, pour eux, le seul moyen pour faire le saut fédéral, c'est la guerre. Parce que quand vous voyez l'histoire des États fédéraux, je pense notamment à l'histoire du Canada que l'on connaît très bien en France, et bien, dans l'histoire du Canada, par exemple, les sauts fédéraux ont été faits à la suite des guerres mondiales. Oui. Pour régler les dettes de guerre, par exemple, on a créé l'impôt sur le revenu fédéral canadien. Après la Seconde Guerre mondiale, on a créé l'équivalent canadien de la sécurité sociale. Voilà. Mais au niveau fédéral, on a dépouillé les provinces de leur pouvoir grâce à la guerre. Et donc vous avez un certain nombre d'idéologues, notamment à l'Institut Jean Monnet ou à l'Institut Robert Schuman ou à l'Institut Jacques Delors, qui vous disent finalement la guerre contre la Russie est une crise salvatrice pour l'Union européenne, car grâce à elle, on va pouvoir faire le saut fédéral qu'on n'a pas pu faire après le Covid. Faire l'État européen, quoi. Faire l'État européen avec l'impôt européen, avec un budget européen supérieur à celui de tous les États membres réunis. Oui, c'est ça. C'est d'ailleurs le prochain budget, normalement, doit augmenter de 67%. Oui. Donc c'est très juste. En parlant d'argent, tu nous as dit tout à l'heure en intervention que Zelensky faisait quasiment faillite là, avant le 1er novembre, oui. Son armée ne peut plus être payée. Oui. Et il vient de lancer un signal d'alerte d'urgence à l'Union européenne pour payer, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a c'est la présidente de la commission donc du budget du Parlement ukrainien qui a dit si au 1er novembre, on n'a pas 5 milliards d'euros, donc c'est 300 milliards de grivna, non, c'est 6,5 milliards à peu près. Ouais. Et bien, nous, on ne pourra pas payer les soldes des militaires au taux où on devrait les payer. Ouais. Voilà. Donc, on va devoir soit faire des coupes dans les budgets sociaux autres, dans les budgets civils, ouais. Soit faire tourner la planche à billets. C'est pour ça que pour garder la société ukrainienne mobilisée, on en appelle à l'Union européenne pour qu'elle prenne la facture à sa charge. Il avait déjà dit il y a quelques mois que l'Union européenne devait payer maintenant les militaires ukrainiens. C'est ça en fait. Oui, en fait, alors au moment de l'Assemblée générale des Nations Unies, Zelensky avait dit qu'il fallait que l'Union européenne en fait paye le budget militaire ukrainien de 65 milliards par an. Ouais. Voilà. Ce à quoi, bien sûr, y compris Madame Kallas, donc la vice-présidente haut représentante, la chef de la diplomatie européenne, avait dit mais pour nous c'est trop. Et il y avait eu l'idée qu'on paierait ça en faisant un emprunt en utilisant les avoirs russes gelés. C'est ça. En fait, illégalement. Illégalement. Et en fait, la Belgique, dans laquelle cet argent est stocké actuellement, en fait, a dit non, mais moi je vais pas prendre le risque parce que si en fait la Russie fait une action devant les tribunaux internationaux et gagne ses procès, qu'elle va gagner, ce sera la Belgique qui aura la facture des près de 200 milliards à payer. Et donc la Belgique a dit non, moi tant que les 27 ne s'engagent pas à prendre chacun une quote-part d'une éventuelle action de la Russie contre la Belgique, moi je ne signe pas le transfert, le fait de prendre cet argent-là comme garantie sur un prêt. On peut se rendre compte dans quelle panade extraordinaire on est à cause de cette histoire. Hein. Oui, non, mais guerre et l'Union européenne. La seule chose qu'on devrait dire, c'est ce qu'a dit Trump, c'est-à-dire que si les Ukrainiens veulent continuer de faire la guerre, ils ont qu'à se la payer. Voilà. Et actuellement, effectivement, en Europe, on a encore un gouvernement. Donc il y avait la Slovaquie, la Hongrie. Maintenant, on va voir la République tchèque. Oui, avec Babiš. Donc les trois qui disent nous, il est hors de question qu'on paye. Donc, on est devant un grand risque que, à la fin, ce soit les Français et les Allemands qui payent. Et pour nous, ça risque de nous mettre, là on est dans le rouge vif, ça risque de nous mettre dans le noir budgétairement.
Que tout le monde comprenne bien. Voilà, que tout le monde comprenne bien. De financer ça et de faire le Frexit, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Ouais. Et puis en plus, dans notre crise actuelle, en fait, elle est entièrement liée à notre appartenance à l'Union européenne, car en fait, on n'a plus la maîtrise de notre monnaie à cause de l'euro. On n'a plus la maîtrise de nos droits de douane, parce que quand Sarah Knafo, par exemple, fait des rodomontades en disant « on n'a qu'à faire comme Trump avec l'Algérie », mais ma grande, on n'a pas la politique douanière au niveau national. Bien sûr. Déjà pour commencer. Oui, le commerce est une compétence exclusive de l'Union. Eh oui. Donc déjà ton raisonnement s'écroule. Donc, et il reste quoi? Il reste, pour ajuster l'économie française, la politique des salaires et la politique budgétaire. C'est ça. Et donc, les Français, ils ont le choix entre baisser les salaires ou l'austérité. C'est très important ça, il faut bien comprendre vraiment dans quelle nasse on est à cause de ce système-là. On finit par un sujet où sont passés les drones, là j'en vois pas, les drones russes, je sais pas, j'espère qu'ils sont pas là, mais ils étaient omniprésents dans le débat, il y en avait partout. Oui. Et je sais pas si c'est la crise politique française, mais du jour au lendemain, il n'y en a plus. C'est-à-dire que bizarrement, ils ont disparu au moment du sommet de l'OTAN. Ah. Donc ce fameux sommet de l'OTAN où les Européens se sont engagés à payer l'armement pour l'Ukraine, notamment les fameux missiles Tomahawk. Tu serais pas en train de dire que c'est l'Ukraine qui a envoyé les drones? Moi je ne dis rien. Moi, vous savez. C'est un peu complotiste. C'est autant complotiste qu'il y a 2-3 ans de dire que c'était les Ukrainiens qui avaient fait sauter le pipeline Nord Stream. Hein? Alors que le consensus des experts de LCI-BFM, c'était que c'était les Russes qui avaient fait le coup eux-mêmes. C'était les Russes. Comme le GPS brouillé d'Ursula von der Leyen dans son avion, qui a ensuite disparu. Non, mais donc ça veut dire, tu penses que c'était en fait une pression Zelensky, mais peut-être pas l'Ukraine toute seule d'ailleurs, aidée par quelques autres pays, qui a fait tout ça. Tu penses que c'est probable, c'est possible? C'est pression pour le sommet de l'OTAN pour donner du fric et des armes, quoi. C'est si probable que ça s'est retrouvé dans des articles de Politico et du Washington Post. Donc, mais pas dans Le Monde et Libération. Mais pas dans Le Monde et dans Libération. La presse européenne ressemble de plus en plus à celle de la Corée du Nord. Et même la presse allemande, des fois, a quelques articles où ils disent la vérité, nous, jamais. Berliner Zeitung, notamment, dit des choses. Même en Angleterre aussi, dans le Télégraphe, parfois, il y a des choses. Mais on suit tout ça de près et on sait ce qu'on doit faire. Voilà, on sait ce qu'on doit faire. Un grand merci, cher Romain. Un très grand merci à Romain Bessonnet, c'est toujours passionnant. Et c'est vrai qu'on voit, nous sortions de l'immense manifestation des drapeaux pour mettre Macron dehors et pour le Frexit. On voit à quel point l'image de la France, de Macron, est terriblement dégradée dans le monde entier, à quel point il est humilié, à quel point l'Union européenne, cette guerre en Ukraine, cette fantasmagorie autour des drones est une catastrophe pour nous, à quel point on pourrait faire autrement, on pourrait faire beaucoup mieux. Et c'est ça l'espoir, c'est qu'on pourrait faire autrement et qu'on va faire autrement. Merci de partager partout cette vidéo. Un petit clic sur le bouton s'abonner en dessous à la chaîne. Petit clic gratuit, voilà, vous appuyez sur s'abonner, c'est gratuit pour vous. Plus vous êtes abonné à la chaîne, plus les vidéos sont recommandées, circulent. C'est très efficace. Donc merci à vous. Vous le savez, le mercredi 29 octobre au soir à 19 h, je suis en réunion publique à Pau. Voilà, inscrivez-vous. Vous êtes adhérent ou pas? Tout le monde est bienvenu, c'est entrée gratuite, mais il y a un petit lien d'inscription sous la vidéo en description. Pensez à vous inscrire, ça nous aide à nous organiser. De la même manière, on a lancé les inscriptions pour la journée de commémoration au Général de Gaulle, le dimanche 9 novembre, à Colombey et Deux Églises, évidemment. Il y a un déjeuner, j'y serai, on va se recueillir sur la tombe du Général. Inscription pour Colombey sous la vidéo en description. Là, c'est obligatoire de s'inscrire, car il y a un nombre de places extrêmement limité. Vous verrez ça. Je vous attends, patriotes. Voilà. C'est maintenant qu'on se bat. Il y a la pétition nationale Macron dehors. Sous la vidéo en description, le lien est là. Vous pouvez la signer si ce n'est pas encore fait. Et puis évidemment, je vous attends, je vous appelle et je ne vous apprends rien en vous disant que nous sommes un mouvement anti-oligarchique, parfaitement indépendant, qui n'a pas un centime de financement public, qui se bat, qui ne lâchera pas le morceau.
et qui se bat dans un merveilleux état d'esprit, celui d'une victoire que nous voulons atteindre par tous les moyens. Et ce combat, nous le menons dans le plus grand mouvement souverainiste et de résistance de France, mais on le mène avec vous. Voilà. Si on est seul et isolé, vous comme moi, on n'y arrivera pas. Si on est ensemble, on gagnera. Surtout que cette année est en train de tout remettre en cause. Et que c'est merveilleux, parce que toutes les lignes bougent. Vous pouvez adhérer ou réadhérer aux Patriotes dès maintenant donc, et je vous y attends, pour ces belles valeurs de paix, de liberté, de souveraineté de la France, de Frexit, de sortie de l'OTAN. Pour adhérer aux Patriotes ou réadhérer, c'est le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien est également en commentaire épinglé, une petite fiche sur l'écran maintenant, et dans quelques secondes, un lien sur l'écran, c'est facile. Faire un don mouvement, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Ça permet de financer nos actions, les manifs, comme ce 11 octobre et tout le reste. Sinon, on ne peut pas les faire, on n'a pas de financement public, on n'a rien. Les liens pour adhérer, réadhérer ou faire un don sont aussi sur le site, tout le temps, les-patriotes.fr. Et en plus, tout ça fera baisser vos impôts puisqu'il y a 2 tiers de défiscalisation pour vous sur chaque adhésion, réadhésion ou don aux Patriotes. Vous mettez, 30 €, ça enlève 20 € de vos impôts. Et oui, au passage, vous mettez 2000, ça enlève 1333 € de vos impôts. Vous mettez 50, ça enlève 33 €, etc. Bravo aux donateurs, aux réadhérents. Bienvenue du fond du cœur, aux nouveaux adhérents patriotes. Vive la France!